Salut les sportifs, c'est Armano. Je vous propose une nouvelle série spéciale pendant la semaine du 15 au 21 mars, tout simplement parce que c'est la semaine du podcaston. Le podcaston, c'est une initiative portée par une ONG qui propose aux producteurs et productrices de podcasts de mettre en avant des œuvres caritatives. J'ai choisi de le faire avec des gens qui soutiennent ou qui sont des para-triathlètes ou des para-sportifs de manière générale. J'espère que vous apprécierez cette série spéciale et puis encore une fois, comme on vous le dit toujours, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, Instagram en priorité, pour nous faire part de vos commentaires et nous dire à quel point vous avez apprécié l'épisode du jour. Allez, c'est parti, 3, 2, 1... Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode spécial de la série Podcaston. Aujourd'hui, je suis encore tout seul pour faire mon interview, mais j'ai en face de moi un invité, à savoir Grégoire Berton. Salut Grégoire. Salut Armano, salut toute l'équipe. Écoute Grégoire, je suis super content de t'avoir parce que je t'ai expliqué ça un petit peu en off, mais je vais le réexpliquer pour les auditeurs. La semaine du Podcaston, c'est vraiment une semaine spéciale où les productrices et les producteurs de podcasts sont invités à mettre en avant des causes, des personnes, du caritatif ou autre. Et moi, ça me tient à cœur de mettre en avant les paratriathlètes. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir te tendre le micro. Et écoute, tout simplement, la première question que je te propose, à laquelle je te propose de répondre, c'est de tout nous dire qui es-tu, qui est Grégoire Berton? Je m'appelle Greg Berton, j'ai 33 ans, je suis papa de 2 enfants qui ont aujourd'hui 5 et 7 ans. Je suis paratriathlète depuis 3 ans maintenant, quasiment jour pour jour, parce que le 8 mars 2022, j'ai eu un gros accident de ski, de randonnée. Donc j'ai tapé la tête, j'ai fait 1 mois de coma, 7 mois à l'hôpital pour tenter de reconstruire un peu toutes les cellules du cerveau. J'ai réappris à marcher, à courir, à parler, j'avais des couches. Donc un peu comme un bébé, quoi. Mon cerveau, il a fait un reboot et puis voilà, il est reparti. Après, donc s'en est suivi 7 mois comme ça. 1 an après, je me souviens avoir revu le médecin de l'hôpital parce que j'étais un peu en dépression. En fait, moi, je savais pas que j'étais handicapé. Mon seul objectif, c'était de redevenir comme avant. Et lui, il m'a dit, mais Greg, c'est encore comme ça au bout d'1 an, c'est que tu vas rester comme ça. Là, tu es handicapé et tu vas peut-être un petit peu progresser, mais ça va sensiblement être pareil. Toi, tu fais du sport, remets-toi à faire du sport comme avant. Tu as une catégorie de handicap qui va pas t'appartenir. Et moi, en tant qu'ancien triathlète de bon niveau chez les Valides, je me suis dit, allez go. Là, on était en février 2023. Donc, les Jeux, c'était dans 1 an et demi. Je me suis dit, quitte à être handicapé, autant essayer d'aller aux Jeux, quoi. Et j'ai réussi. Je me suis retrouvé sur le pont Alexandre III en septembre, à côté de tous les copains, Jules, PA, et toute la... Ouais, donc belle histoire, sacrée histoire. Justement, avant ton accident, avant le 8 mars 2022, effectivement, ça fait presque 3 ans jour pour jour. C'était qui, Greg Berton? Tu as dit que tu étais un triathlète amateur, c'est-à-dire tu as commencé le triathlon quand, comment? Alors, j'ai fait du triathlon j'ai commencé le triathlon en 2005, donc je suis de 91. J'ai commencé quand j'étais au collège, voilà, je faisais toujours beaucoup de sport, beaucoup de natation, un peu de judo, un peu de rugby, un peu de course à pied, et puis au bout d'un moment, mes parents ils m'ont dit de choisir, ils m'ont dit non mais Greg, là, va falloir choisir. Si tu veux, on t'inscrit à un triathlon, ça peut te plaire. Moi, j'adorais les crosses à l'époque, les crosses de l'école et tout ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas? C'est vrai que la course à pied, je gère un petit peu. La natation, c'était mon sport d'enfance. Allez, on y va. Et j'ai essayé, et puis, effectivement, j'ai adoré. Je suis lorrain à l'origine, et à côté de chez moi, il y a à Nancy, il y avait au Krebs de Lorraine, il y avait un pôle espoir de triathlon. Donc c'est vrai qu'après je me suis intéressé un peu au triathlon et sur les courses régionales, il y avait toujours les mecs du pôle qui étaient là. Et du coup, j'ai intégré le pôle en seconde, le pôle espoir. Donc j'étais en sport études triathlon à ce moment-là. J'ai eu 2 titres de vice-champion de France junior. Après, je me suis retrouvé au pôle France à Montpellier, avec notamment un Pierre Lecor, où là, je m'entraînais sérieusement, je faisais quasiment que ça. Mais après, voilà, soit en triathlon, soit tu perds, soit faut essayer de trouver autre chose. J'ai choisi autre chose. Avec ma femme, je suis revenu dans le Pays de Gex. Elle est originaire du Pays de Gex.
J'ai monté mon magasin. J'ai fait une école de commerce. Voilà, j'ai fait mon magasin de running triathlon. Et après, j'ai eu des enfants. Et voilà, je passais principalement mon hiver à skier et mon été à faire du trail. Donc ski, quand j'ai skié, c'est ski de rando ou ski de fond. Et j'ai eu justement mon accident en ski de rando. Ok, ouais, donc t'étais pas un triathlète si amateur au sens noble du terme que ça. T'avais déjà commencé à bien évoluer, bien progresser et performer. Oui, 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 j'ai un passif de triathlète quand même. C'est pour ça que c'est revenu. Bon, en 1 an et demi, j'ai réussi à me qualifier au jeu. C'est pas pour rien. J'ai pas démarré le triathlon à ce moment-là. Tout à l'heure, tu me disais que après ton accident, ton cerveau a fait un reset total. T'es redevenu à l'état presque de bébé en fait. Tu avais des incontinences, t'arrivais pas à bouger, il fallait que tu réapprennes à marcher, à parler, à te mouvoir, etc. Tout ça, c'est des choses, on pense pas forcément quand on est confronté, quand on échange avec des gens qui sont devenus handicapés, qui sont pas handicapés de naissance. Mais bon, ça fait partie aussi de la reconstruction. Ce reset que ton cerveau a fait, t'as laissé des séquelles en termes de mémoire ou autre chose? Oui, bah, mon handicap, c'est un handicap qui se voit pas déjà. Donc, c'est un handicap neurologique. Mais principaux problèmes maintenant, on va dire, c'est la coordination des mouvements. C'est l'ataxie, c'est la spasticité aussi, c'est le problème d'équilibre. Donc, ça se voit pas, j'ai tous mes membres, mais en fait, la commande du cerveau fonctionne moins bien. J'ai tous mes membres, sauf qu'ils sont tous à 70-80%. Je sais pas combien exactement, mais voilà, il suffit de me regarder courir. Bon, quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, il va me voir courir, il va dire, mais tu te débrouilles mieux en courant qu'en marchant. Mais après, quand je cours assez vite en allure course, je vois que ça se dégrade quand même et c'est pas. Je vois que par exemple, sur un 5 km par rapport à avant, je perds 3 minutes. Et pourtant, je suis plus entraîné qu'avant. Donc, les 3 minutes, elles partent pas. C'est pas l'âge qui fait ça, c'est mon handicap. Et ça se voit un petit peu. Je suis plus capable maintenant, par exemple, de faire des éducatives en course à pied, faire du trail, faire du ski de fond. C'est des trucs qui ça demande trop d'équilibre, trop de coordination. Je n'en suis plus capable. Ok. Ton accident, justement, tu nous as dit que tu étais tombé en ski de rando. Ça s'est passé Ouais. comment? L'idée, c'est peut-être justement de prévenir, tu vois, ce genre d'accidents qui peuvent arriver. Et notamment, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans nos auditrices et nos auditeurs qui partent au ski, qui va faire du ski alpin, qui va faire du snow, qui va faire du ski de rando, etc. Et comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de problème? Alors, bon, déjà, un accident, on l'évitera jamais. C'est pour ça que ça s'appelle un accident. Mais par contre, l'erreur que j'ai faite, et j'ai eu énormément de chance qu'on me voit, c'est que je suis parti tout seul. Après, j'étais pas parti pour faire un truc de dingue. Je repérais une course qui avait lieu 2 semaines après mon accident. Fallait monter 2000 mètres de dénivelé et après redescendre. Il y a une petite partie en hors-piste, puis on rejoignait les pistes et on continuait. Donc c'était rien d'extraordinaire. Moi, malheureusement, comme je connaissais pas du tout, je me suis perdu dans le hors-piste et je suis resté en hors-piste. Et en fait, je suis arrivé à un endroit qui est assez craignos au niveau de la neige. Enfin, à la période là de l'année, c'était pas bon, il n'y avait pas assez de neige. Et en fait, je suis tombé en face de la mer de glace à Chamonix. Donc, il n'y avait pas de piste de ski. Mais l'avantage, c'est qu'il y a un touriste qui descendait de les sièges là, qui amenait à la mer de glace, qui m'a vu et qui a dit au gars du télésiège, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, le skieur? Et Téléchès, c'était un ancien moniteur de ski. Et il s'est dit, ouais, bah lui, tout seul à ce moment-là de l'année, ça sent pas bon. Du coup, il a sorti les jumelles et il m'a regardé. Et il a vu la chute. Donc c'est heureusement qu'il était là. Enfin, s'il n'avait pas été là, s'il m'avait pas vu, je serais encore là-haut, hein. Et donc c'est lui qui a appelé l'hélico. Et l'hélico, pareil, j'ai encore eu énormément de chance. Il est venu en 15 minutes. Parce que quand il a appelé l'hélico était déjà en vol et j'étais un petit peu sur le chemin et j'étais plus urgent que son intervention. Du coup, il m'a récupéré. En 15 minutes, j'étais descendu à 32 degrés. Donc autant dire que... Et normalement, quand tu l'appelles, quand l'hélico il est encore garé, il met 45 minutes pour venir. Là où j'étais. Donc s'il avait mis 45 minutes pour venir, il aurait sans doute retrouvé un cadavre, quoi. Donc ça, plus ça, plus ça, je me dis que ouais, c'était pas mon heure.
Donc il m'a récupéré. Après, ouais, ça en est suivi alors de 8 jours de coma profond. Et après, c'est ce qu'on appelle l'APT, c'est l'amnésie post-traumatique. C'est grosso modo, c'est le cerveau qui n'est pas branché. J'avais les yeux ouverts, mais j'étais pas capable de parler, pas capable de. Ouais, les gens, en fait, j'oubliais. Mon cerveau, il avait une batterie de 2 heures, quoi. 3 heures après, j'avais oublié qui était venu me voir. Ma femme, je la reconnaissais, mais pas mes enfants. Je me suis jamais demandé, par exemple, pourquoi j'ai été dans un lit d'hôpital. Pour moi, j'étais là, et puis les gens venaient me voir. Enfin, voilà, il y a certaines questions qui ont mis un certain temps avant d'arriver. Donc les questions ont mis quasiment un mois pour revenir. Donc c'était une forme de coma, mais beaucoup plus légère. Et après, ça en est suivi, ouais, 7 longs mois à l'hôpital pour tenter de tout réapprendre, quoi. Wow, c'est chaud quand même. Ouais, c'est, c'est un passage de vie très difficile, mais qui est intéressant parce que mine de rien, c'est quand on se rend compte, enfin, quand on est dans ce genre de situation, qu'on va savourer après le moindre petit plaisir, va se rendre compte de la chance qu'on a d'être là, d'être avec ses enfants, de partir en vacances, tout ça. Donc oui, c'est quelque chose, mais finalement, enfin, je regrette pas. Ça m'a renforcé, je dirais. Ouais, je te le fais pas dire, hein. Tout à l'heure en off, on parlait de Thibaut Rigaudot, donc qui est malvoyant. Moi, alors je suis pas encore au stade du handicap, mais j'ai aussi des problèmes de vue et on n'est pas loin du handicap invisible quand même. Et c'est vrai que Ok. quand tu te rends compte que tu n'arrives plus à voir correctement les gens, ta famille, tes enfants, après tu savoures chaque moment. Et même quand Ah tu es bah à, ouais, bah à c'est 30 clair. secondes de ton fils qui te hurle dans l'oreille, mais tu vois son visage et tu savoures quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ce mois justement de coma un peu plus léger, d'amnésie post-traumatique, Ouais. j'imagine que tu t'en souviens pas ou maintenant tu as Non. des souvenirs? Non, alors j'ai quelques souvenirs qui me reviennent parce que, bah, par exemple, j'étais déphasé, enfin, moi, je dormais très mal et j'étais sous médicaments pour dormir. Et je me souviens, des fois, à certaines nuits, je me réveillais, ouais, comme j'étais pas capable de marcher, je me réveillais en rampant dans le couloir de l'hôpital et je rampais pour trouver des infirmières, mais dans un couloir d'hôpital, bah, il n'y a rien, il n'y a personne. Les infirmières dorment, quoi, dorment ou elles sont là, mais elles étaient pas sorties de ma chambre, quoi. Donc, et du coup, je me rappelais les genoux, j'avais les genoux en sang. Ça, je m'en souviens, par exemple. Mais c'est tout, après, je m'en souviens. Enfin, c'est l'avantage, c'est vit dans une génération où on a les téléphones, donc on m'a pas mal pris en photo, en vidéo même. Et là, quand je vois les vidéos, ouais, je me dis, oula, enfin, j'ai fait du chemin parce qu'entre la parole, j'ai des problèmes pour articuler, par exemple. Donc, ouais, on me comprenait pas. Et puis, ouais, quand je vois les mouvements, tout ça, ça me fait des. Je me dis, je reviens de loin quand Ouais. même. Et justement là-dessus, comment est-ce que tu... Alors, toi, j'imagine et je comprends que tu te percevais pas forcément comme ça, sauf peut-être Non. que tu avais peut-être des moments d'incompréhension interne où tu essayais de parler, puis comme tu le disais, tu n'arrivais pas à articuler, donc les gens te comprenaient pas. Donc peut-être que à ce moment-là, Ouais. tu ressentais quelque chose dont tu te souviens pas maintenant. Mais ensuite, quand tu commences à reprendre conscience de tout ça, quand ton cerveau se rebranche, pour ainsi dire, comment se met en place bah, ta nouvelle vie, la rééducation, Bah, le cerveau va se remettre en place, mais très progressivement. ouais, c'est pas du C'est-à-dire jour au qu'au début, lendemain. par exemple, non, c'est pas du jour au lendemain. Au début, mes enfants, par exemple, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai 2 enfants. Dans ma tête, il y avait 6 mois et 1 an. Alors qu'au moment de l'accident, ils avaient 2 et 4 ans. Donc il manquait des bouts. Et après, là, je me souvenais même plus de l'adresse de chez moi. Et après, on reconnecte, on se rappelle après des dates de naissance. Je travaillais beaucoup ça avec la neuropsy. Donc ça a mis énormément de temps, je dirais. Enfin, je dirais que ça a mis au moins 6 mois à revenir. Et puis après, avec les téléphones portables, on voit les photos, on se rappelle de souvenirs, on parle de souvenirs avec les téléphones, avec les photos et tout ça. Et du coup, bah, mine de rien, ça revient. Mais est-ce que ça revient parce que j'ai vu les photos ou est-ce que c'est revenu parce que bah, les cases dans le cerveau se sont un peu reconnectées? Je sais pas vraiment. Toujours est-il que là maintenant, on va dire, s'il me manque des trucs dans ma tête, je sais pas. En fait, comme j'ai oublié, à la limite, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il me manque rien, mais en tout cas, moi, comme j'ai jamais su non plus que j'étais handicapé, en fait,
Depuis toujours, depuis le lendemain de mon accident, mon objectif c'était de redevenir comme avant. C'est-à-dire que quand je marchais pas, je me suis dit, bon, bah, je vais remarcher, je vais recourir comme avant, et, euh, et voilà, pour essayer d'y arriver. C'est vraiment le jour où on m'a dit que j'étais handicapé, que j'allais rester comme ça, ou finalement c'est un peu une mauvaise nouvelle, mais en fait, et ma femme, c'est pareil, il y a eu des mots sur mon mal-être. Il y a eu un mot, il est handicapé. Ma femme, elle m'a dit, mais en fait, je suis content que tu sois handicapé. Enfin, ça, tu n'es pas comme avant, tu n'es pas normal, je suis le seul à le voir. En fait, le fait que tu sois handicapé, c'est cool pour moi. Moi, enfin, t'es reconnu comme tel, quoi. T'es un boulet, quoi. Et Bon, c'est violent, c'est compréhensible, mais c'est violent quand même. non, ouais, non, mais quand t'es toute la journée avec moi, enfin, oui, elle avait 3 enfants à la maison. Donc non, et puis même moi, en fait, j'étais content d'être me dire, ok, bah ouais, en fait, parce que moi, en fait, j'étais un peu le perdant du jour, quoi. J'étais pas handicapé, mais pas comme avant non plus, donc pas aussi performant, et puis ouais, j'étais même pas normal, quoi. Enfin, quand tu vois, le fait d'avoir un handicap invisible, des fois, il y en a qui me disent, des handicapés, qui me disent, ah bah c'est cool, au moins, t'as pas le regard des gens. Alors oui, il y a ce côté-là qui dit, oui, t'as pas je suis pas en fauteuil roulant, les gens s'apitoient pas sur mon sort quand ils me voient directement. Mais par contre, quand tu fais une randonnée avec les enfants et que eux ils passent en étant super à l'aise et que toi t'es derrière avec 2 bâtons en bois que t'as trouvé et que tu galères à les suivre et que tu t'as deux à tomber, les gens ils te regardent un peu comme un boulet, quoi. Ou alors. En fait, c'est mon cervelet qui a été broyé. Du coup, ça s'appelle le syndrome cérébelleux. Et les symptômes, c'est typiquement les symptômes d'un mec bourré. Du mal à articuler, du mal à marcher, quelqu'un qui titube un petit peu. Et du coup, bah, on m'a déjà demandé si j'avais bu de l'alcool à 11 heures du matin. Non, non. Et quand par exemple on va prendre un avion avec ma famille et qu'on est à la bourre comme d'hab et qu'il y a ma femme qui prend les 2 enfants dans les bras, le sac à dos et qui court et que moi qui suis derrière, qui galère avec à peine mon sac à dos et que les gens me regardent et me dire mais mon gars, sors-toi les doigts, arrête de... Enfin, suis quoi. Bah là, t'as qu'une envie, c'est de sortir une pancarte et dire je suis handicapé, je n'y arrive pas. Et c'est là où, en fait, le regard des gens, oui, tu ne l'as pas, mais du coup, des fois, tu as le regard des gens, à contrario, qui te disent, mais mon gars, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est pas marqué sur mon front. Et des fois, j'ai envie de me justifier en disant, non, mais j'y arrive pas parce que je suis handicapé. Donc, bon, voilà, maintenant, avec les gens que je connais très bien, et avec ma femme, les amis, des fois, j'en joue exprès, je fais exprès de dire, non, mais ça, je peux pas le faire, je suis handicapé. Typiquement, il faut débarrasser la table, des choses comme ça m'arrive un petit peu. Ouais, moi t'as raison, t'as raison. De Ah, temps en temps, il y a pas de mal à faire ça quand même. Après, non, mais il suffit de l'écouter. Ma femme, il dit oui, mais bon, après, quand tu te lèves et que tu aides pour débarrasser la table, tu fais tomber les assiettes, les verres et tout. Donc, des fois, c'est moi qui te dis de rester assis, quoi. Remarque, Bon, on s'adapte. voilà, vu comme ça, écoute, tu rends service. Tu ne débarrasses pas la table comme ça, c'est Ouais, lui. voilà, non, mais. Non, mais et puis on s'adapte. En fait, on est. Moi, c'était une petite anecdote, mais au village paralympique, c'était un peu la cour des miracles, quoi. Il y avait tous les handicaps du monde et réunis dans un même village, quoi. Un micro-village. Et c'était assez impressionnant parce qu'en plus, bah, pour le coup, les handicapés du village olympique, c'est un peu la crème des handicapés. C'est un peu ceux qui sont capables de faire des trucs qu'un handicapé normal ne va pas être capable de faire. Et je me souviens, moi, le premier jour, je sais plus si c'était les Colombiens ou je sais plus la nationalité, mais je vois un mec qui mange avec ses pieds. Et je me dis, oh la vache, putain, les étrangers, quand même, il y en a, ils sont pas été élevés comme nous, quoi. Et non, en fait, j'étais un âne parce que le gars, en fait, il avait pas de bras. Et il mangeait avec ses pieds parce qu'il avait pas de Ouais, bras. écoute, ça doit créer des situations cocasses, en effet, ouais. Ouais, mais. Et c'est là où, en fait, tu te dis, mais les gars, en fait, ils coupaient sa viande, mais presque mieux que moi, quoi. Donc là, après, on voyait une équipe de nains. Et ben franchement, ils se débrouillaient vachement bien. Ils nous ont filé un téléphone au jeu. C'est un téléphone pliant, là, comme ça.
Moi, j'avais du mal à le prendre avec ma petite motricité fine au niveau des doigts. J'avais du mal à le prendre. J'avais peur de le faire tomber au début. Bah, je peux dire, quand j'ai vu le gars qui le faisait avec ses pieds, je me suis dit, bah, mon gars, avec tes deux mains, tu vas être capable de le faire, quoi. Donc, euh, donc non, en fait, nous, les handicapés, on est nombreux. Et puis quand je vois Louis Noël, par exemple, qui est en équipe de France de paratriathlon, qui gère son fauteuil, mais moi j'en ai fait du fauteuil, je sais très bien. Moi en plus j'avais des problèmes de coordination et tout ça, donc j'étais vraiment pas doué. Mais lui, quand je le vois sur son fauteuil, mais en fait, bon, il est né avec, mais il le gère, et, enfin, il est excellent quoi. Il n'a pas besoin d'aide, il est capable de monter dans sa voiture, conduire, mettre son fauteuil sur le côté. Enfin, il gère très bien. Je suis parti, j'ai fait la Coupe du Monde de Montréal avec lui. J'étais bluffé, c'est lui qui s'occupait de moi, c'est pas moi qui m'occupais de lui, hein. Et pourtant, c'est un mec en fauteuil qui a pas de jambes. Donc non, les handicapés, enfin, on est tous, au bout d'un moment, on s'adapte tous, en fait. On n'a pas besoin d'avoir le regard de pitié qui... Non, en fait, on fait différemment. Non, on fait. Justement, cette adaptation-là, toi, il t'a fallu longtemps pour la mettre en place parce que déjà, quand tu nous dis que tu n'avais pas conscience que tu étais handicapé et puis tu n'arrivais pas à marcher, tu rampais sur les couloirs, enfin le long des couloirs pour aller chercher une infirmière, excuse-moi, là, on est déjà quand même un petit peu dans l'état d'esprit du sportif de haut niveau, hein. Le mec qui s'adapte et qui essaie de trouver une solution à ses problèmes. Ouais, non, mais en fait, oui, moi, j'ai jamais eu besoin d'adaptation, en fait. Parce que bah, il manque rien et, euh, et tout va bien, finalement. Ça marche moins bien, mais non, j'ai pas eu d'adaptation. Et puis, j'ai pas vraiment eu le choix non plus. Mes deux petits-enfants, quand je suis revenu de l'hôpital, mon petit, donc il avait 2 ans et demi, il commençait à faire du vélo, sans roulette. Et ben, ouais, bah, son papa, il a été obligé de faire du vélo aussi en même temps que lui pour faire du vélo avec. C'était pas concevable pour moi que lui m'attende en vélo, quoi. Donc en fait, bah, ça tire vers le haut. Et c'est peut-être pour ça que j'ai réparé, enfin, que j'ai progressé aussi rapidement. Parce que ma femme, elle m'a pas laissé le choix non plus. Après l'hôpital, elle m'a dit, Greg, si tu restes comme ça, il y a peu de chances que ça continue, quoi. Parce que, parce que voilà, fallait se remonter les manches et y aller. Et je me souviens quand j'avais revu l'équipe de l'hôpital en février 2023, quand j'avais vu mon médecin, toutes les infirmières, donc elles se souvenaient très bien de moi, hein. Parce que j'étais le genre de patient à me faire tomber sur le lit. Parce que j'avais un matelas par terre en fait. Sinon je tombais du lit. J'étais du genre à me laisser tomber du fauteuil. Donc j'avais le fauteuil sur les fesses en fait. Et faire des pompes sur mon lit pour faire un peu de sport. Sauf qu'après, bah, j'étais pas capable de me redresser. Donc c'était les infirmières qui me redressaient. Donc quand je repense à ça, je me dis, ouais, elles se souvenaient de moi, elles se souviennent encore de moi maintenant. J'étais un peu particulier. Et du coup, quand j'étais allé les revoir, elles m'avaient demandé si j'étais encore en couple, si avec les enfants ça se passait bien. Et j'ai dit oui, 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 tout va bien. Et bah, elles étaient surprises. Parce que la plupart des TC, traumatismes crâniens, bah, finalement, après leur accident, bah, ils n'arrivent plus à maintenir leur couple. Donc ça, c'est quelque chose que, ouais, moi, ça m'a servi. Ma femme m'a beaucoup aidé et le sport m'a beaucoup aidé. En fait, j'étais en dépression après quand je suis revenu à la maison parce que bah, j'avais plus aucun but, plus aucun objectif, plus aucun projet. Je me levais le matin en me disant, on va essayer de progresser pour redevenir comme avant. Mais quand c'est très lent, quand ça avance pas, c'est très compliqué. Et en fait, le jour où j'ai vu le médecin qui me disait ça, bah, le lendemain, je retourne à la piscine pour m'entraîner en me disant, tiens, dans 1 an et demi, il y a les jeux. Je suis pas du tout sûr de les faire, mais il y a les jeux. C'est quand même quelque chose qui m'a nourri d'ambition et de projet pendant toute ma rééducation. Après, je me suis dit, bon, bah, du coup, après, bah, tu as de nouveau des objectifs, de nouveau des projets, et après, bah, tu reconstruis ta vie comme ça. Ma femme a connu en faisant du triathlon, donc elle a retrouvé un peu son Greg d'il y a 15 ans, quoi. Et comment
on se lance justement dans un projet paralympique comme ça, surtout à 1 an et demi. On le sait que les projets olympiques et paralympiques, c'est souvent des campagnes de 4 ans qui commencent le lendemain de la fin de l'édition et tu commences à te préparer pendant 4 ans. Te préparer aux sélections, et te préparer aux qualifications, etc. etc. Comment on construit un projet comme ça en 18 mois? Et ben, alors moi, c'est allé vite parce que je me souviens avoir appelé mon entraîneur, enfin, avoir appelé mon ami qui s'entraînait avec moi à Montpellier, Bertrand Billard, qui maintenant l'entraîne des gars en équipe de France de paratriathlon, dont Thibaut Rigaudot. Il entraînait, là il vient de changer, mais donc je savais qu'il entraînait les paratriathlètes et je lui ai dit, je l'ai appelé directement pour lui dire, mais écoute Bertrand, s'il avait suivi mon accident, je lui ai dit, écoute Bertrand, en fait, je crois que je vais rester handicapé. Du coup, bah, je vais refaire du paratriathlon. Il va me falloir un coach. Et lui, en même temps, me dit, mais écoute, appelle FIF. FIF, c'est Philippe Fattori, qui c'était mon entraîneur de Montpellier. Il dit, maintenant, il gère un petit peu les équipes de France de paratriathlon. Appelle-le. Donc, je l'ai appelé directement. Il m'a dit, mais Greg, bah, écoute, je suis désolé de l'apprendre, mais la bonne nouvelle, c'est que pas très loin de chez toi, à Montélimar, dans le mois d'avril, donc février, mars, avril, ça laisse 3 mois. Il y a les tests de sélection pour les championnats d'Europe. Et ce même jour, tu pourras te faire classifier. Donc rentrer, savoir dans quelle catégorie tu vas être, ton handicap, en fait, voir la gêne que ton handicap a sur ta pratique. Et donc il me dit ça, et du coup, bah moi, j'étais directement mis dans le bain, quoi. Il me manquait juste un peu des repères. Je ne savais pas dans quelle catégorie j'allais être, je ne savais pas mes concurrents, le niveau qu'ils avaient, mais je me dis, voilà, j'ai 3 mois pour le faire. Et je me dis, en fait, j'ai pas réfléchi, je me suis dit, au pire des cas, même si ça marche pas, bah, le sport, ça me permet de me rééduquer. Et donc, je suis arrivé à Montélimar et j'étais classifié en PTS 3, donc handicap lourd, et j'ai gagné la course. J'étais qualifié pour les championnats d'Europe, qui étaient en juin. Donc, en fait, c'était parti, quoi. Après, Donc en février, tu dis tiens, je vais y aller. En avril, tu te pointes là. En juin, tu as les championnats d'Europe. Et puis 1 an après, tu as les JO, quoi. ouais, ouais, ouais. Après, bon, il y a des petits changements parce que le championnat d'Europe, justement, tu fais une classification internationale. Tu as la classification nationale, puis internationale qui donne un peu qui dicte la loi, quoi, grosso modo. Et la classification internationale, ils m'ont classifié en PTS 4. Donc handicap lourd PTS 3, handicap PTS 4, c'est handicap moyen. Et là, ils m'ont mis du coup dans la même catégorie qu'un Alexis en Cacan, qu'un Pierre-Antoine Bale. Donc à l'époque, c'était le numéro 1 et le numéro 2 mondiaux, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah là tu arrives dans une catégorie où c'est un peu la catégorie phare, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Tant mieux, au moins ça crée un challenge, quoi. Enfin, quand tu viens du monde des valides où on est 50 pour 2 places, bon, bah là, on était juste 3 pour 2 places, quoi. Bon, par contre, les écarts étaient conséquents. Et surtout qu'au championnat du monde 2023, j'étais pas qualifié, du coup, forcément, en PTS 4, j'avais plus ma place. J'étais le troisième larron. Il fallait faire dans les 2 premiers au championnat du monde pour remplir un critère de sélection pour les Jeux. Donc Alexis gagne, Pierre-Antoine fait 2, du coup il remplit les critères. Du coup moi je suis arrivé là un petit peu en mode, ah bah, je suis arrivé quand même dans la catégorie où c'est gelé, quoi, je peux pas... Et après les sélectionneurs m'ont dit, mais en fait même si tu bats Pierre-Antoine maintenant, comme il a fait les critères, tu peux pas vraiment lui passer devant. Donc bah, j'étais un peu coincé, clairement coincé. Après, ils m'ont dit, après, il peut y avoir une invitation qui peut être faite. Et d'ailleurs, en début d'année 2024, du coup, je gagne, enfin non, je gagne pas. Il y a une Coupe du Monde à Besançon où Alexis gagne, je fais 2 et Pierre-Antoine fait 3. Après, il y a une autre Coupe du Monde à Swansea au Pays de Galles, moi je me fais disqualifier parce que je me suis trompé dans le parcours vélo. En fin juin, il y a une Coupe du Monde à Montréal où là, Alexis gagne. Moi, je finis 2. Et le troisième, c'était le vice-champion paralympique, l'américain, Carlson. Et le quatrième, c'est l'espagnol qui fait 3 au jeu. Donc, j'étais quand même bien en forme. Et c'est ce qui m'a valu un petit peu d'être invité. Parce que du coup, cette année-là, en début de saison 2024, j'ai un peu battu tous les gars de ma catégorie, sauf Alexis, qui est resté invaincu et qui est toujours invaincu à l'heure actuelle. Et qui, Donc, même un c'est ce mois qui m'a après les valu, JO, voilà. fait un truc stratosphérique. Donc, on va pas lui enlever ça quand même.
Ah oui, ah non, mais c'est en plus, oui, voilà, c'est clair. Au moment des jeux, c'est pas qu'il a mis tout le monde d'accord, c'est il nous a mis une pilule qu'il nous avait jamais mis encore. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais très en forme en début de saison. Je pense que je l'ai payé après sur la fin de saison. Parce que tous ceux que j'avais battus au mois de juin, quand eux étaient déjà qualifiés et que moi il fallait que je me qualifie, ils m'ont rebattu après au jeu et au championnat du monde. Donc ça, on va essayer de faire mieux en 2025. J'ai le temps. Maintenant, en fait, je me dis j'ai le temps. J'ai 4 ans là pour les prochains jeux. Enfin, à côté de mon année et demie de reprise, c'est un boulevard. Ouais, puis surtout que en para, vous avez aussi cet avantage, c'est que vous avez plus de longévité. Déjà, il y a peut-être un peu moins de densité, mais surtout, c'est pas rare de voir des paras qui continuent à performer même au-delà de 40 ans, quoi. Là où dans les sports Ouais, c'est valides, à clair. 25 ans, t'as terminé. Ah non, bah, déjà, il y a la densité qui est beaucoup plus faible. Ça joue énormément. Alexis, s'il est encore là aujourd'hui, il a 39 ans. S'il est encore là, c'est juste parce que bah, il est pas encore battu. Le jour où il se rabatte plusieurs fois, je pense qu'il va penser à sa fin de carrière. Mais là, maintenant, en tant qu'invaincu, il y pense pas, c'est clair. Ce serait chez les valides où il y a des gars toutes les 10 secondes, enfin, ils arrivent tous au sprint. Ben, dès que t'as un petit moment de moins bien, tu te fais battre. Que là, Alexis, en fait, il y a tellement de marge que même s'il a un coup de moins bien, il arrivera quand même devant. Donc il y a ça. D'ailleurs, à l'occasion, si tu le croises, Alexis, dis-lui que moi, je suis rouennais, donc je suis pas très loin de chez lui, hein. Lui, il est né à Yvetot, et que il n'hésite pas à venir répondre à mes questions. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de le teaser, mais que j'arrive pas à l'avoir. Donc, entre Normands, Et tu ben lui écoute, diras que je le vois lundi, donc faut que j'y pense. ça marche. Je t'enverrai un petit Mais, message. et puis, donc, ouais, il y a ça pour y penser. Et puis, il y a aussi le fait que, voilà, moi, dans mon cas de figure, par exemple, j'ai recommencé le triathlon à 33 ans. 32 exactement. Bah, à 32 balais, t'es pas encore fatigué. Là, moi, je me vois pas du tout arrêter parce que je viens de redémarrer. Même si j'en ai fait quand j'étais plus jeune, j'ai eu quand même 10 années de pause, donc c'est très bien. Le Alexis, c'est un peu pareil. Qu'un mec comme Pierre Lecor, qu'un mec comme Vincent Louis, c'est des gars, quand ils avaient 10 ans, c'est déjà à fond dedans. Quand ils avaient 15 ans, là, ils étaient au championnat du monde et tout ça. Du coup, eux, bah, à 30 ans, ils ont déjà 15 ans de carrière. Bah forcément, à 30 ans, ils commencent à fatiguer. Et heureusement. Et parce qu'il y a une densité qui est tellement importante. C'est pour ça que les gars chez les valides, ils durent moins longtemps aussi. Après, en triathlon, on a l'avantage, c'est d'avoir des longues distances après. Et d'ailleurs, ils partent tous souvent après en longue distance. Mais, euh, mais là, ouais, là, chez les valides, non, il y a une densité qui est tellement plus importante que oui, c'est dur de tenir aussi longtemps que chez les valides. Et puis l'âge, mine de rien, quand tu arrives 40 ans, tu quand même plus la même explosivité. Donc chez les paras, vu qu'il y a moins de densité, ça passe. Mais chez les valides, non, ça passe pas. Pour revenir à toi, après ton accident, est-ce que tu t'es concentré à 100% sur le triathlon, au-delà de ta récupération, etc., mais d'un point de vue sportif et professionnel, 100% au tri, ou tu as repris ton magasin? Et ben alors, j'ai gardé mon magasin, je l'ai fermé là il y a 10 jours. Mon magasin est fermé. Après, j'ai eu la chance d'être en arrêt de travail. Et quand tu es en arrêt de travail, quand tu es handicapé, comme ça, moi, enfin, j'ai dû faire mes 3 années d'arrêt de travail. Pour ensuite, là, mais d'ailleurs, ça doit 3 années, c'est maintenant. Donc, je vais bientôt être vu par la Sécu, je pense, pour être consolidé. Et après, ils vont me dire bah, si tu as le droit d'avoir une rente d'invalidité ou pas. Donc en fait, j'ai pu faire ma préparation des jeux sereinement parce que j'avais un handicap neurologique où j'ai pu m'entraîner tous les jours sans penser à mon salaire. Donc enfin, j'ai sauté sur l'occasion pour me dire, voilà, c'est bon, enfin, c'est le moment, quoi. Donc il y a tout qui s'est bien goupillé. Et là, justement, maintenant que tu as fermé le magasin, que que ton statut va changer, comment tu vois ta prépa pour LA 2028? Et ben du coup, j'ai eu la chance de signer un CIP, bah là j'ai commencé lundi. Donc CIP, convention d'insertion professionnelle, qui est ce fameux contrat que signent les sportifs de haut niveau avec des entreprises publiques ou semi-publiques. C'est ça. Là, grosso modo, donc c'est avec une entreprise privée, j'ai un détachement de 80%. Donc je vais y travailler 10 heures par semaine et être détaché 15 semaines par an à peu près. Donc ça me laisse le temps de partir en stage, partir en compétition à l'autre bout du monde, sans que ça prenne mes congés, mes 5 semaines de congés payés. Et puis voilà, je suis pas un gars qui avait un magasin
à un salarié d'une entreprise. Donc là, autant dire que le niveau de la pression, c'est pas du tout la même chose. Ouais, maintenant tu as un boss, alors qu'avant, ton boss c'était tes clients. Ouais, exactement. C'est exactement. Mais du coup, tu étais en arrêt de travail, donc ça veut dire que ton magasin, toi, tu le faisais plus tourner. Tu avais peut-être des salariés qui le faisaient tourner, mais J'avais 2 employés à la base qui étaient là au moment de mon accident, dont un qui est resté quasiment un peu plus d'1 an, et l'autre qui est resté quasiment jusqu'à la fin. ouais, donc tu avais quand même toujours ton activité qui continuait à tourner, même si toi, tu J'avais pouvais toujours pas. mon activité qui continuait, mais après, ça restait quand même un petit magasin. Et le fait d'avoir le gérant qui n'est plus là, et bah, le magasin a complètement chuté. J'imagine. À la fin, je l'ai fermé parce que moi, je voulais plus m'en occuper, mais aussi parce qu'il faisait plus de chiffres. Donc, fallait trouver quelque chose. C'était bien qu'il y ait mon bail en fait qui s'arrêtait fin février. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour dire bah non, on arrête l'activité. J'arrête ça. Et donc, du coup, là, tu vas pouvoir te consacrer à 80% minimum à ta préparation pour LA. C'est quoi tes prochains C'est objectifs? ça. Parce que maintenant, tu re-rentres dans le cercle, enfin, dans le cycle de préparation, sélection, qualification, et puis après, Oui. voyage. Bah déjà, c'est essayer de faire une année 2025 plus régulière que l'année 2024, où j'étais plutôt bon en début de saison, moins bon en fin de saison. Là, je pars en stage, donc j'essaie de mieux lisser, être plus régulier sur mes entraînements. L'année dernière, je pense que j'en ai trop fait sur les 6 premiers mois de l'année. Donc là, je pars en stage à Majorque lundi. Donc c'est là où je verrai toute l'équipe. Après, j'ai les tests de sélection pour les championnats d'Europe à Montélimar, justement, en avril, fin avril. Donc on va retourner à ce triathlon qui a vu mes premiers pas en tant que para-triathlète. Après, je fais la Coupe du Monde à Yokohama au Japon en mai. Au mois de juin, il est censé y avoir le championnat d'Europe à Besançon si j'arrive à me qualifier. Sinon, il y aura une Coupe du Monde en Italie. Au mois de juillet, il y a une Coupe du Monde à Montréal qui est prévue aussi. Et après, bon, on va préparer la fin de saison au mois d'août pour espérer se qualifier au championnat du monde en Australie et tout ça. Waouh. Donc la saison s'annonce riche encore. Et puis voilà, c'est des sous-objectifs qui vont permettre de prendre l'expérience et prendre de la confiance pour Los Angeles. Si on s'arrête un peu sur le volet justement financier, tous ces déplacements, parce qu'on l'aura bien compris, tu fais au moins un déplacement international par mois. Tous ces déplacements, comment tu les finances? C'est la Fédé qui t'accompagne là-dessus, qui t'aide? Tu fais partie de l'équipe de France? Alors, l'année dernière, la fédération m'a aidé à hauteur de 500 euros sur l'année. Oh, ça paye au moins ton déplacement jusqu'à Montélimar. Ça paye le vélo en soute jusqu'à Montréal. Enfin voilà, je ne vais pas débattre là-dessus. Cette année, comme j'ai changé un petit peu de statut, la Coupe du Monde à Yokohama est prise en charge et je vais avoir une aide pour la Coupe du Monde de Montréal. Donc c'est des aides qui sont pas négligeables du tout. Enfin, une Coupe du Monde à Yokohama, je m'étais renseigné l'année dernière pour la faire, cette Coupe du Monde à mes frais. Le billet d'avion, c'était déjà 3 000 euros. Et l'hôtel, on pouvait rajouter 1 000 euros. Enfin, voilà, c'est un déplacement à 4 000 à 5 000 euros pour une semaine. Donc là, elle est prise en charge cette année. C'est une énorme aide. Et puis beaucoup, le Japon, je suis jamais allé. Donc j'espère découvrir des choses. Apparemment, Yokohama, c'est à 1 heure du mont Fuji. Donc j'espère que je le verrai au moins. Je pourrais sans doute pas y aller, mais je pourrais le voir. Bon, après, tu y vas pas pour faire du tourisme, tu y vas surtout pour faire la compétition. Ah non. Ah non, 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 c'est ça. Ce que les gens ont du mal à voir, c'est que quand on va sur les courses, jusqu'au départ de la course, du moins on a les œillères sur la course, on voit pas ce qui se passe à côté. Après, souvent, quand on a le vol, le surlendemain, on a le temps d'aller voir des petits trucs. Le soir de la course, on va pouvoir aller manger dans un petit resto, boire un coup, on va pouvoir voir un petit peu le paysage. Et souvent, on a le vol le, le soir ou le lendemain matin très tôt, du coup, on voit rien du tout. Ça arrive. Ça fait partie du Et jeu. en plus, il faut gérer le jet lag quand tu es sur des pays lointains. Ouais, ah ouais, c'est clair. Écoute, on avait fixé un timing maximum. Je sais que tu as un prochain rendez-vous à 18h, donc je ne veux pas prendre trop de temps dans ton agenda. J'ai encore 2 questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui as été triathlète valide et maintenant triathlète para, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Mettez-vous à nager. Souvent, quand on est triathlète mais ancien nageur, bah, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a cette appréhension de l'eau, de l'épreuve de natation qui est pas très, qui est nettement réduite quand on sait nager. Parce que faire même un S 750 mètres de natation
dans une rivière, dans un lac, c'est pas donné à tout le monde. Faire 20 km de vélo, c'est beaucoup plus abordable. Faire 5 km de course à pied aussi. Mais nager 750 mètres, c'est déjà plus compliqué. Donc déjà, soyez à l'aise avec la natation pour vous y mettre. Et après, il faut être assez régulier dans l'entraînement. Ça sert à rien de s'entraîner 20 heures par semaine pour faire un sprint. Mais voilà, si vous êtes sportif, allez-y à fond. Et puis, faut pas oublier quand même qu'en triathlon, il y a la combinaison en néoprène. Et ça, mine de rien, ça aide beaucoup, surtout les débutants. Pour nager, ça fait flotter. On a moins cette appréhension d'avoir les algues qui nous caressent les pieds. Donc c'est cool. Nager, ok. Ouais, nager, oui. S'entraîner, mais nager. Et puis, dernière question, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on te contacte si on veut faire sur les réseaux sociaux? Alors, sur ma page Instagram ou sur Facebook, c'est Grégoire Berthon. Berthon avec un H. B-E-R-T-H-O-N. Super. De toute façon, je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Grégoire. Bonne continuation, bon stage à partir de lundi. Et puis, dès samedi, il y a l'épisode avec Guillaume Janin qui sort. Comme ça, tu pourras l'écouter puis le partager avec les copains de l'équipe de France. Ça marche. Super. Merci beaucoup, Hermano. Merci beaucoup, Grégoire. À plus. Ciao. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!